Immédiatement, la population célèbre dans les rues ce que plusieurs appellent le vrai jour de l'indépendance. On est derrière vous! On est derrière vous! D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. Sans surprise, la France condamne le coup d'État et faisant preuve d'un culot et d'une hypocrisie sans pareil. Elle appelle à respecter les résultats de l'élection frauduleuse et à rétablir le régime dynastique des Bongo, au nom bien sûr de la démocratie. Prochain exemple choquant, le Congo-Brazzaville. Tout au long des années 80, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, le pays touche seulement 17% des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 50-50 de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent complètement vides, la croissance est presque nulle et la dette s'accumule à une vitesse effarante. Lorsque l'URSS s'effondre au début des années 90, la situation empire et le régime de Sassou Nguesso semble vulnérable. Ainsi, Elf Congo, la compagnie pétrolière française, appuie un remplacement, Pascal Lissouba. Encore une fois, on finance son élection à coups de mallettes remplies d'argent. Or, quand Lissouba arrive au pouvoir, l'économie est carrément au bord du gouffre. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois, donc il demande à Elf Congo une avance de 200 millions sur les redevances pétrolières, ce que la compagnie refuse. En réponse, Lissouba se retourne contre la compagnie. Il augmente les redevances sur le pétrole et va chercher son argent près d'une autre pétrolière, une américaine du nom de Oxy, qui est plus qu'heureuse de fournir les fonds en échange d'un accès privilégié à 2 nouveaux gisements. C'est alors qu'entrent en scène les réseaux Foccart. Avec l'aide de la pétrolière française et de la famille Bongo, on choisit de se débarrasser de Pascal Lissouba afin de réinstaller au pouvoir l'ami de la France, Denis Sassou Nguesso. Secrètement, le 1er novembre 1996, Jacques Chirac le reçoit à l'Élysée accompagné de nul autre que Omar Bongo. Les réseaux Foccart organisent la livraison d'armes pour équiper une organisation paramilitaire, les Cobras. Les armes arrivent par le Gabon, le Sénégal, l'Angola, parfois directement depuis Paris. Au moins 200 tonnes d'armement sont ainsi fournies aux fameux Cobras de Sassou Nguesso et rapidement, sans surprise, le pays est plongé dans une guerre civile sanglante. C'est la guerre du Congo. Ultimement, la guerre se solde avec la victoire de l'homme de la France, celui qui s'auto-proclame président, Denis Sassou Nguesso. Et encore aujourd'hui, près de 45 ans après son arrivée au pouvoir, c'est toujours lui qui dirige le Congo-Brazzaville. Prochain exemple, la République centrafricaine et l'histoire incroyable de Jean Bédel Bokassa. Fin des années 50, le leader de la révolution centrafricaine et le père de l'indépendance du pays s'appelle Barthélemy Boganda. Boganda est un visionnaire qui veut créer avec d'autres pays africains les États-Unis d'Afrique latine. Il meurt dans un accident d'avion que plusieurs considèrent comme un assassinat des services secrets français. En fait, quand les enquêteurs trouvent des traces d'explosifs dans les débris, la France ordonne la censure du rapport et rapidement on installe au pouvoir un jeune dictateur de 29 ans, David Dacko. Évidemment, les ressources naturelles, notamment les mines d'uranium et de diamants, sont exploitées par les intérêts français et ce sont eux qui touchent le plus gros des revenus, donc l'État centrafricain demeure extrêmement pauvre et Dacko est de plus en plus impopulaire. Pour équilibrer la relation avec Paris, il se rapproche de la Chine, ce qui dérange énormément la France. Ainsi, quand il est renversé par un cousin, Jean Bédel Bokassa, Paris s'en réjouit, surtout que Bokassa est un partisan de la France, un ancien de l'armée française qui appelle De Gaulle « papa » et qui veut exempter les Français d'impôts. Bokassa s'allie avec la France et est reçu à l'Élysée avec tous les honneurs et peu de temps après, avec l'accord de Paris, il se déclare président à vie. La France voudrait bien résister, mais elle a peur que Bokassa se rapproche de l'ennemi juré des intérêts français en Afrique, Mouammar Kadhafi.
Bokassa veut l'argent de Kadhafi ainsi qu'une forme de contrepoids à l'influence française. En fait, il va même se convertir à l'islam pour plaire au colonel Kadhafi. Paris donne ainsi à Bokassa presque tout ce qu'il veut. Le président français, Valéry Giscard d'Estaing, est un ami personnel qui chasse sur les domaines de Bokassa. Quand ce dernier abolit la République pour créer l'Empire centrafricain et se couronner empereur Bokassa Ier, la France accepte de payer pour son couronnement avec l'argent des contribuables. Les images de l'événement sont si choquantes qu'elles font rapidement le tour du monde. La France est embarrassée, mais pire encore, les cadeaux à Bokassa ne changent rien dans son rapprochement avec Kadhafi. La France, qui combat les troupes de Kadhafi pour le contrôle d'un gisement de minerais près de la frontière avec le Tchad, commence à en avoir assez de la romance entre Kadhafi et Bokassa. Un émissaire du président français rencontre Bokassa pour le ramener à l'ordre, mais ce dernier répond d'un coup de canne sur la tête du Français. Immédiatement après la rencontre à Paris, on ordonne aux services de renseignement de développer des scénarios pour renverser Bokassa et réinstaller au pouvoir nul autre que le bon vieux David Dacko. Le soir du 20 septembre 1979, alors que Bokassa se trouve en Libye pour consacrer son rapprochement avec Kadhafi, la France passe à l'action. Et c'est le début de l'opération Barracuda. Des agents du service Action prennent le contrôle de l'aéroport de Bangui et font atterrir un régiment de parachutistes français. Bokassa est renversé, il dit qu'on l'a trahi et seulement quelques jours plus tard, on comprend pourquoi. Quand on apprend que Valéry Giscard d'Estaing, le président français, a reçu de Bokassa de nombreux diamants à plusieurs occasions. L'affaire prend vite des dimensions énormes. On la surnomme l'affaire des diamants. Et pendant des mois, le président Giscard d'Estaing est ridiculisé dans les médias. En fait, le scandale est tel qu'il joue un rôle névralgique dans l'élection subséquente d'un nouveau président socialiste, François Mitterrand. Parenthèse. Des années plus tard, on apprit que Bokassa avait une raison plus d'en vouloir à Giscard d'Estaing lorsqu'il fut révélé que le président français entretenait pendant des années une relation secrète avec la femme de Bokassa, l'impératrice Catherine. Il déclare à un journaliste « Giscard, il m'a piqué ma femme, il m'a piqué l'impératrice Catherine, ça se fait pas. » Bref, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, les Français expriment leur désir d'une relation plus équilibrée avec l'Afrique. Le ministre responsable est alors Jean-Pierre Coote. Il dit vouloir changer les choses et forcer les pays à se démocratiser pour avoir droit à de l'aide française. Évidemment, il ne fait pas long feu. Ce sont les leaders africains eux-mêmes, menés par Omar Bongo, qui exigent qu'on s'en débarrasse. Il semble que le système lui-même refuse de mourir. En 1986, quand Jacques Chirac devient Premier ministre, il ramène aux affaires nul autre que Jacques Foccart, au grand bonheur des marionnettes de la France-Afrique. D'ailleurs, ces leaders complices de la France sont tous anxieux dans les années 80 face à la montée d'un révolutionnaire burkinabé aux idées qu'ils trouvent dangereuses, un certain Thomas Sankara. Dans son fameux discours de la dette, il dénonce l'exploitation financière de l'Afrique par les grandes puissances. Il demande l'annulation des dettes africaines. Moins de 3 mois plus tard, octobre 1987, Sankara est assassiné par Blaise Compaoré, qui dirige le Burkina pendant 27 ans. Jusqu'à 2014, quand des manifestations massives le forcent à prendre la fuite dans un avion français. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous, on dit non, on en a marre. Après le départ de Compaoré, Thomas Sankara devient un véritable héros national, reconnu comme le père de la révolution burkinabé. Évidemment, depuis ce moment, le méchant Burkina Faso est présenté comme un pays rebelle qui doit être dompté. La réalité, c'est qu'on pourrait présenter des exemples de la sorte pendant des heures, car depuis la naissance de la Ve République, aucun des présidents français n'a véritablement remis en cause le système de la France-Afrique. En fait, ce qui transforme le plus la relation avec l'Afrique à travers les années, c'est surtout l'évolution du contexte international. Au début des années 90, avec la chute de l'URSS, il devient difficile de brandir la menace communiste pour justifier la France-Afrique. La mode est à la démocratie un peu partout en Afrique francophone. Pour la première fois, on doit organiser de vraies élections.
Or, après des années à exercer un pouvoir incontesté sur leur territoire respectif, plusieurs gouvernements cherchent à entraver le processus électoral. Et très souvent, la France tente elle aussi de protéger ses joueurs. En Algérie, par exemple, des militants islamistes qui se sont battus contre les soviétiques en Afghanistan sont rentrés au pays. Et maintenant, ils veulent se présenter aux élections. Étant opposés à la guerre du Golfe et qualifiant le gouvernement en place de parti de la France, leur discours plaît beaucoup à une frange de la population algérienne, mais il déplaît profondément à Paris. Les médias français prennent position. Dans le magazine Le Point, on surnomme Abbassi Madani, le chef du FIS, l'homme qui fait peur à la France. On dit qu'il cherche à établir un bastion de l'islam en Algérie. Quand il devient évident que les islamistes sont sur le point de gagner les élections, le gouvernement stoppe le processus, bannit le FIS et arrête des milliers de ses membres. Sans surprise, les militants exclus du processus démocratique se résignent à prendre les armes. Ils créent le GIA, le groupe islamique armé, et peu de temps après, le MEI, le mouvement pour un État islamique. Les attentats se multiplient. Le pays plonge dans la guerre civile et c'est le début de ce que les Algériens appellent la décennie noire. Or, la réalité que tous ignorent à ce moment, c'est qu'en fait, c'est aussi le début de quelque chose de beaucoup plus gros. Car forcés de se replier dans le désert du Sahara, les islamistes algériens se font des amis, notamment au Mali et au Niger. Ils développent des réseaux et rapidement le courant islamiste a des assises dans presque toute la région du Sahel. Alors à ce moment, malgré leur influence, les groupes armés islamistes ne sont pas vraiment une menace sérieuse au Sahel. Ils commettent des vols, des enlèvements, mais somme toute leurs moyens financiers et matériels sont relativement limités. En fait, les vrais problèmes commencent autour de 2011. Lorsqu'arrive le printemps arabe, l'Occident voit l'opportunité parfaite de se débarrasser une fois pour toutes de Mouammar Kadhafi. La France organise les rebelles libyens en groupes paramilitaires et secrètement, on leur promet la reconnaissance diplomatique s'ils renversent Kadhafi en échange de 35% du pétrole libyen. Les rebelles sont facilement vaincus par l'armée de Kadhafi, mais l'OTAN détourne un mandat de l'ONU pour bombarder directement la Libye. Kadhafi tombe. On installe un collaborateur de la CIA à la tête du pays, Khalifa Haftar. Beaucoup de Libyens restent fidèles à Kadhafi, même après sa mort, donc le pays plonge dans une guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Dans sa chute, l'armée de Kadhafi laisse derrière des dizaines de milliers d'hommes, désormais sans emploi et surtout des quantités incroyables d'armements et d'équipements militaires. Les gouvernements de la région s'inquiètent de voir les armes tomber entre les mains de rebelles ou de djihadistes. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se produit. L'arsenal se retrouve entre les mains d'une multitude de groupes armés. Pire, des milliers de vétérans de Kadhafi sont en fait des Touaregs originaires du nord du Mali. Et lorsque Kadhafi est renversé, les Touaregs prennent toutes les armes qu'ils peuvent emporter avec eux et retournent au Mali afin de fonder le Mouvement national de libération de l'Azawad, ou MNLA. Ainsi, moins de 90 jours après la chute de Kadhafi et en conséquence directe de cet événement, les Touaregs forment une alliance avec des groupes islamistes et déclenchent ce qu'on appellera bientôt la guerre du Mali. Dès le départ, près de la moitié de l'armée malienne retourne sa veste et rejoint les indépendantistes. Plusieurs n'ont simplement pas de loyauté envers un gouvernement central qu'ils voient comme inefficace et corrompu. Ils marchent sur le nord, presque sans résistance. Bientôt, ils contrôlent l'entièreté ou presque du territoire qu'ils réclament. Après avoir soutenu les Touaregs dans leur lutte, les djihadistes veulent maintenant imposer une version stricte de la charia, ce que refusent les Touaregs. Et rapidement, un conflit éclate entre les deux factions. Les Touaregs sont expulsés par les islamistes qui se retrouvent en contrôle de tout le nord du Mali. Bientôt, ils sont aux portes de la capitale. Le gouvernement malien est au bord de l'effondrement et la France commence à paniquer. Car la différence des Touaregs, les ambitions des islamistes dépassent largement le Mali. Ils occupent une partie de la Libye, de l'Algérie, du Niger, du Nigeria et du Burkina. Si les intérêts de la France sont relativement limités au Mali, ils sont considérables ailleurs, notamment au Niger, où les fameuses mines d'uranium fournissent alors 30% de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Il faut donc à tout prix empêcher les islamistes de prendre le Mali afin d'éviter un effet domino à travers la région. Début 2013, la France annonce le lancement de l'opération Serval, une intervention militaire in extremis pour empêcher la chute du gouvernement malien.
Pour reprendre le nord et déloger les djihadistes, la France fait appel à nul autre que les rebelles Touaregs du MNLA. Ces mêmes Touaregs ayant déclenché la guerre du Mali seulement quelques mois plus tôt pour ensuite s'embrouiller avec les islamistes. Ça fonctionne à merveille. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. En quelques mois, les djihadistes sont battus. Or, le problème, c'est que cette collaboration entre Paris et les rebelles Touaregs provoque la colère de la population malienne. On dit que ce sont des terroristes et qu'ils devraient être combattus à juste titre. L'ambassadeur français Christian Rouillet s'oppose à cette collaboration, mais il est démis de ses fonctions et rappelé à Paris. Discrètement, la France organise des négociations avec les Touaregs afin que l'Azawad devienne une région autonome. Au Mali, plusieurs se sentent carrément trahis, non seulement par la France, mais par leur propre président. Des manifestations éclatent, les gens sont de plus en plus hostiles à la présence française. Certains questionnent les motifs et croient que le djihadisme n'est en fait qu'un prétexte pour occuper le pays. Le président est vu comme un complice, un subordonné de la France qui facilite le morcellement du pays au profit des Touaregs. Dans la presse malienne, on affirme que Paris a une entente secrète avec les rebelles pour le contrôle sur le pétrole du Nord. Une chose est sûre, c'est que le sentiment anti-français est de plus en plus fort et pendant ce temps, les djihadistes font seulement continuer leurs activités dans les pays voisins. Ainsi, la France remplace l'opération Serval par l'opération Barkhane, cette fois avec un mandat beaucoup plus large couvrant la région tout entière. Pour plusieurs, le dispositif déployé par la France est tout simplement démesuré. Selon les chiffres des renseignements français, dans toute la région du Sahel, les djihadistes sont environ 2 ou 3 000 au maximum. Et pourtant, la mission s'éternise. Conséquemment, le même sentiment anti-français gagne rapidement les pays environnants comme le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. D'après une enquête d'opinion au Niger par un groupe de recherche indépendant, nombre de Nigériens estiment que la France ne pense qu'à ses propres intérêts, que les Français et Américains mentiraient sur les raisons de leur présence, allant jusqu'à entretenir une violence servant leurs intérêts. Pour certains, la France n'est là que pour protéger ses amis. Et c'est ainsi que la table est mise pour les événements du Sahel qui attirent aujourd'hui l'attention du monde entier. En 2020, au Mali, des militaires exaspérés organisent un coup d'État et renversent l'allié de la France. Rapidement, plusieurs s'en inspirent et renversent eux aussi le pouvoir en place. Après le Mali, c'est au tour de la Guinée, un autre proche de la France qui est renversé après plusieurs élections truquées. Puis, c'est le Burkina Faso, le Niger et enfin le Gabon de la famille Bongo. Le château de cartes de la France-Afrique s'effondre. Après des années assurer un contrôle quasi total sur ses anciennes colonies, la position de la France en Afrique se retrouve plus menacée que jamais. Pour Emmanuel Macron, qui promettait la fin de la France-Afrique, c'est un moment critique, un véritable rendez-vous avec l'histoire. Quand la France a menacé d'envahir le Niger, immédiatement le Burkina et le Mali ont prévenu qu'ils viendraient à sa défense. Récemment, ils ont créé une nouvelle alliance militaire pour se défendre collectivement contre toute agression externe. C'est gigantesque, mais surtout, c'est très évocateur des motivations réelles derrière ce mouvement. Avec cette nouvelle coalition et l'effondrement de la dynastie Bongo au Gabon, il devient limpide que la véritable cause du soulèvement actuel à travers l'Afrique dépasse largement le djihadisme et la lutte religieuse. Plutôt, c'est la poursuite du mouvement d'indépendance amorcé au cours des années 60, mais jamais réellement achevé, puisque systématiquement manipulé par les intérêts étrangers. Bien sûr, on peut choisir de voir l'Afrique à travers le prisme d'un conflit géopolitique impliquant la Russie et la Chine dans un grand combat contre l'Occident, mais la réalité est beaucoup plus complexe, et quand on réfléchit de la sorte, on ignore carrément la volonté bien réelle des pays africains eux-mêmes. Chers amis, comprenons bien que ce sont des acteurs politiques lucides et ainsi, soyons parfaitement conscients que l'appel de l'Afrique à la Russie, à la Chine, est loin d'être une manœuvre enthousiaste, mais bien une tactique résignée et défensive, un mal jugé nécessaire pour enfin briser le cycle de la dépendance envers Paris. Quand ceux qui remettent en doute l'asservissement sont systématiquement punis, déstabilisés, assassinés et remplacés, on crée un monde dans lequel les seuls qui sont autorisés à diriger sont forcément des collaborateurs et des usurpateurs. L'asservissement est donc le prix de la stabilité. Comment s'étonner que se produisent des coups d'État quand on confisque l'option de la démocratie au peuple qui désire devenir libre? Comment voir dans ces coups d'État autre chose que l'expression la plus flagrante d'un rejet déterminé de la France-Afrique et de tout ce qui vient avec?
La porte de la liberté est verrouillée à double tour depuis des centaines d'années. Il est normal que certains s'exaspèrent et finissent par l'enfoncer. Combien d'élections doivent encore truquer les Bongo, Biya, Sassou Nguesso de ce monde pour qu'on les considère enfin comme des adversaires de la démocratie? J'entends déjà certains me balancer que je suis contre l'Occident, que je préfère la Chine ou la Russie. La dissonance cognitive trouve toujours un prétexte de rejeter ce qui nous choque. Mais justement, si c'était la Chine et la Russie, on se lancerait sur les murs pour que ça s'arrête. Mais quand c'est nous, faudrait surtout pas nommer le problème. Si je critique l'Occident, c'est parce que malgré le sentiment de honte qu'on puisse ressentir, la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a consenti explicitement à ce que nos gouvernements agissent de la sorte. Et je crois sincèrement que si le récit officiel n'était pas aussi contaminé par les demi-vérités et le mensonge, les gens seraient choqués et déterminés à ce que ça s'arrête. Si parfois se regarder dans le miroir avec une honnêteté brutale et avoir honte de ce qu'on a devant nous, c'est le plus beau geste d'amour-propre. Et voilà exactement pourquoi je vous ai raconté tout ça. Pourquoi raconter l'histoire entière du colonialisme français pour comprendre les événements récents en Afrique. Vous voyez maintenant comme moi que tout ça est directement relié. Donc il aurait été malhonnête et profondément irrespectueux de faire autrement. Car l'histoire de la France-Afrique, ça n'appartient pas aux années 60 ou 80. C'est une histoire qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les systèmes, les méthodes et même certains leaders sont toujours en place. Ces grands démocrates qu'on applaudit avec une larme aux yeux pour avoir truqué une élection de plus. On les décore, on les honore, on les arme, on les excuse, on les cajole. Plus hypocrite encore, on force le monde entier à jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle ces imposteurs dirigent en fait des gouvernements respectables et légitimes. Que tous ceux qui veulent la liberté la prennent. Du Congo jusqu'au Nil, de Bangui jusqu'à Bamako. Et si on leur refuse la clé, qu'ils enfoncent la porte.